Bonsoir, c'est avec plaisir que je vous retrouve dans ce nouveau voyage avec la littérature. Aujourd'hui, je vais poursuivre le roman Le Château de Franz Kafka. J'ai eu envie de vous parler de Prague, puisque c'est vraiment cette capitale extraordinaire de la République tchèque, puisqu'en fait, tout dans la vie de Kafka ramène à cette ville. D'ailleurs, pour lui, cette ville était pour lui une marâtre impitoyable, je cite. Donc, si vous allez à Prague, vous ne pourrez marcher que sur les traces de Kafka. Vous pouvez voir son musée, les rues, les quartiers qu'il a arpentés. Donc, je vous invite d'ailleurs à aller voir sur Internet, ou en vrai, c'est encore mieux, la maison atypique qu'il habitait. Et je vous invite aussi à me dire ce que vous en pensez à l'aide du hashtag VBN sur Facebook et sur Twitter. Dites-moi aussi si vous êtes allé à Prague, parce que moi, je n'y suis pas allée, et je lirai avec plaisir tous vos commentaires. Mais là, il est question de notre lecture. Donc, nous allons reprendre ensemble notre lecture. Je vous souhaite un très bon moment. Enfin, pour les questions administratives, on vous réfère exclusivement à moi, le maire, comme votre supérieur hiérarchique, immédiat, chargé de vous communiquer tous les détails. Ce que j'ai fait déjà pour l'essentiel. Quand on sait déchiffrer les documents officiels et a fortiori les lettres non officielles, tout cela est parfaitement limpide. Qui est un étranger, vous ne l'ayez pas compris, ne m'étonne guère. En substance, la lettre signifie simplement que Clam compte s'occuper personnellement de vous, qu'il se trouve que vous êtes engagé au service de l'administration comptable. Vous interprétez si bien cette lettre, monsieur le maire, dit K, qu'il ne reste plus en fin de compte qu'une signature sur une feuille de papier vierge. Ne voyez-vous pas qu'ainsi, vous déshonorez le nom de Clam, alors que vous prétendez le respecter? Vous me comprenez de travers, dit le maire. Je ne méconnais point la signification de la lettre, mon explication ne la rabaisse pas, au contraire. Une lettre privée de Clam a bien sûr beaucoup plus d'importance qu'un document officiel. Simplement, elle n'a pas l'importance que vous lui attribuez. Connaissez-vous Schwarzer demanda K. Non, dit le maire. Mais toi, Midi, peut-être? Toi non plus. Nous ne le connaissons pas. C'est étrange, fit K. C'est le fils d'un gouverneur adjoint. Cher monsieur l'arpenteur, fit le maire, comment pourrais-je connaître les fils de tous les gouverneurs adjoints? Bon, dit K, alors que vous devrez me croire sur parole, le jour même de mon arrivée, j'ai eu une scène agaçante avec ce Schwarzer. Puis il a téléphoné pour se renseigner auprès d'un gouverneur adjoint, nommé Fritz, qui l'a informé que j'étais engagé comme arpenteur. Comment expliquez-vous cela, monsieur le maire? C'est très simple, fit le maire. Vous êtes encore jamais réellement entré en contact avec notre administration. Tous ces contacts ne sont qu'en apparence, mais vous, ignorant la situation, les croyez réels. Quant au téléphone, voyez un peu. Chez moi, qui ai pourtant vraiment affaire avec les autorités, il n'y a pas de téléphone dans les auberges et autres. Cela peut rendre service, un peu comme un appareil à musique, mais ce n'est rien de plus. Vous avez déjà téléphoné ici? Non. Eh bien alors, vous allez peut-être me comprendre. De toute évidence, le téléphone fonctionne parfaitement au château. Le téléphone ne s'arrête jamais là-bas, m'a-t-on dit, ce qui accélère beaucoup le travail, bien sûr. Ces conversations téléphoniques incessantes, nous les entendons dans nos téléphones, à nous, sous forme de murmures et de chants. Vous l'avez sûrement entendu, vous aussi. Or, ces murmures et ces chants sont les seules informations véridiques et fiables que nos téléphones locaux nous transmettent. Tout le reste est trompeur. Il n'y a pas de liaison téléphonique établie avec le château et aucun central pour transmettre nos appels. Quand on appelle ici quelqu'un au château, tous les appareils des sections subalternes se mettent à sonner. Ou plutôt, ils se mettraient tous à sonner si, comme j'en ai la certitude, les sonneries n'étaient pas débranchées presque partout. On le comprend d'ailleurs fort bien. Qui peut prétendre au droit de faire intrusion avec ses petits soucis domestiques
au milieu de travaux très importants, et menait à une cadence folle. Comment même un étranger peut-il croire que lorsqu'il appelle, par exemple, Sordini, c'est vraiment Sordini qui lui répond? Cela me dépasse. C'est sans doute plutôt un petit archiviste d'une autre section. Inversement, il peut bien sûr arriver qu'à une heure privilégiée, en appelant ce petit archiviste, on tombe sur Sordini. Mais alors, il vaut mieux s'éloigner à toute vitesse du téléphone avant d'entendre le moindre son. Je ne me représentais pas les choses comme ça, c'est vrai, dit K. Je ne pouvais pas connaître ses particularités, mais je ne me fiais guère à ses conversations téléphoniques et j'ai toujours été conscient que seules les informations ou les résultats obtenus directement au château ont une véritable importance. Non, dit le maire. En rebondissant sur une expression, ces conversations téléphoniques ont une véritable importance. Comment en serait-il autrement? Comment se pourrait-il qu'un renseignement fourni par un fonctionnaire du château soit sans importance? Je l'ai déjà dit à propos de la lettre de Clam. À titre officiel, toutes ces déclarations n'ont aucune importance. Si vous leur en attribuez une à titre officiel, vous vous fourvoyez. Mais à titre privé, elles ont une importance bien plus considérable qu'elles ne pourraient en avoir à titre officiel, que ce soit dans un sens favorable ou hostile. Bon, dit K. À supposer que tout ceci soit vrai, je possède donc une foule de bons amis au château. À bien y réfléchir, lorsque voici plusieurs années cette section eut l'idée de convoquer un arpenteur, c'était déjà un geste d'amitié vis-à-vis de moi, et c'est une succession de pareils gestes que j'ai été attirée ici et on me trouve menacée de renvoi, dénouement pour le moins fâcheux. Votre interprétation comporte une part de vérité, dit le maire. Vous avez raison sur ce point, il ne faut pas prendre à la lettre la déclaration du château. Mais la prudence est partout de rigueur, pas seulement ici. Et elle l'est d'autant plus que la déclaration concernée a plus d'importance. Néanmoins, quand vous dites avoir été attiré ici, je ne saisis pas. Si vous aviez mieux suivi mon exposé, vous sauriez que la question de votre convocation en ces lieux est beaucoup trop complexe pour que nous puissions la régler ici au cours d'un petit entretien. En conclusion, dit K, tout est flou et sans solution excepté mon renvoi. Qui aurait l'audace de vous renvoyer, monsieur l'arpenteur? Dit le maire. Le flou qui entoure ces questions préalables vous garantit d'être traité avec la plus grande courtoisie. Vous êtes simplement trop susceptible, semble-t-il. Personne ne vous retient ici, mais vous n'êtes pas pour autant renvoyé. Oh, monsieur le maire, fit K. C'est vous maintenant qui de nouveau avez une vision simpliste. Je m'en vais vous énumérer quelques-unes des choses qui me retiennent ici. Les sacrifices que j'ai consentis pour partir de chez moi, le long et pénible voyage, les espoirs légitimes que j'avais formés à la suite de ma nomination ici. Et enfin, dernier élément, et non des moindres, ma fiancée qui est ici. Ah oui, Frida, dit le maire, sans la moindre surprise. Je sais, mais Frida vous suivrait partout. Le reste, c'est vrai, demande mûre réflexion. Et je vais en référer au château, au cas où une décision interviendrait, ou s'il s'avère nécessaire que vous réinterrogez au préalable, je vous enverrai chercher. Êtes-vous d'accord? Non, pas du tout, dit K. Je ne demande pas aumône au château, mais mon dû. Midi, dit le maire. Sa femme, toujours assise, blottie contre lui, jouant d'un air rêveur avec la lettre de Clam, qu'elle avait transformée en un petit bateau. Épouvantée, K lui retira. Midi, ma jambe recommence à me faire très mal, il va falloir changer la compresse. K se leva. Dans ce cas, je vais prendre congé, dit-il. Oui, dit Midi. Déjà en train de préparer une pommade, d'ailleurs, il y a trop de courant d'air. K se retourna. Il avait eu à peine le temps de parler que dans leur zèle intempestif, les assistants avaient ouvert les 2 battants de la porte. Pour protéger la maladie des violentes bouffées d'air froid qui pénétraient dans la chambre, K ne fit au maire qu'une rapide révérence. Puis, entraînant les assistants avec lui, il se précipita dehors et referma vite la porte. Deuxième conversation avec la patronne. L'aubergiste l'attendait devant l'auberge. Comme il n'aurait pas osé ouvrir la bouche sans être interrogé,
K lui demanda ce qu'il voulait. « As-tu trouvé un nouveau domicile ?» demanda l'aubergiste, fixant le sol des yeux. « C'est ta femme qui t'a chargé de m'interroger, fit K. Tu lui es très soumis, n'est-ce pas ?»« Non, fit l'aubergiste, ce n'est pas elle. Elle m'a chargé de t'interroger. Mais, ce n'est pas elle qui m'a chargé de t'interroger, pardon. Mais elle est très émue et malheureuse à cause de toi. Elle ne peut pas travailler, elle reste couchée à soupirer et à se lamenter sans arrêt. Faut-il que j'aille la voir ? Je t'en supplie, fit l'aubergiste. Je suis déjà allée te chercher chez le maire. J'ai écouté à la porte là-bas, mais vous étiez en conversation. Je n'ai pas voulu vous déranger, et puis je m'inquiétais pour ma femme. Je suis rentrée ici en courant, mais elle ne m'a pas laissé entrer. Et il me restait donc plus qu'à attendre. Bon, alors viens, dépêche-toi. J'aurai tôt fini de la calmer, pourvu que ça soit possible, fit l'aubergiste. Ils traversèrent la cuisine illuminée, où 3 ou 4 serveuses, chacune à un endroit différent de la pièce, se figèrent littéralement au milieu de leurs ouvrages, en apercevant K, dès la cuisine, on entendait les soupirs de la patronne. Elle était couchée dans un réduit, sans fenêtre, séparé de la cuisine par une mince cloison de planches. Il y avait juste assez de place pour un grand lit conjugal et une armoire. Le lit était disposé pour que l'on puisse y dominer du regard toute la cuisine et superviser le travail. Depuis la cuisine, en revanche, on ne voyait presque rien du réduit. Il y faisait sombre et la seule literie rouge claire reflétait un peu la lumière. Il fallait d'abord entrer et laisser le regard s'accoutumer avant de distinguer les détails. « Vous voilà enfin, dit la patronne d'une voix faible. Elle était étendue sur le dos, ayant visiblement du mal à respirer, et avait repoussé l'édredon. Au lit, elle avait l'air beaucoup plus jeune qu'habillée, mais elle portait un bonnet de nuit en fine dentelle, pourtant trop petit, qui ne tenait pas sur sa coiffure et rendait pitoyable son visage défait. « Comment pensiez-vous que je viendrais, fit K, doucement, puisque vous ne m'avez pas fait demander ?»« Vous n'auriez pas dû me faire attendre aussi longtemps, dit la patronne avec l'entêtement des malades. « Asseyez-vous, fit-elle, en désignant le rebord du lit, et sortez, vous, autres. » Outre les assistants, les serveuses, elles aussi, et s'étaient entre-temps immiscées dans la pièce. « Tu veux que je m'en aille, moi aussi, Gardena ?» fit l'aubergiste. C'était la première fois que K entendait le nom de la femme. « Bien sûr, dit-elle lentement, et comme si d'autres pensées l'occupaient, elle ajouta d'un air distrait. « Pourquoi donc devrais-tu rester, justement ?» Une fois qu'ils se furent tous retirés dans la cuisine, cette fois même les assistantes obéirent aussitôt, mais, à vrai dire, ils couraient après une serveuse. Gardena fut encore assez vigilante pour se rendre compte que de la cuisine on pouvait entendre tout ce qui se disait ici. Le réduit n'ayant pas de porte, et elle leur ordonna à tous de sortir aussi de la cuisine. L'ordre fut aussitôt exécuté. « S'il vous plaît, monsieur l'arpenteur, fit ensuite Gardena. Il y a un châle suspendu juste devant vous, dans l'armoire. Passez-le-moi. » Une fois que K eut apporté le châle, elle lui dit « Regardez, c'est une belle étoffe, pas vrai ?» K trouvait qu'il ressemblait à un châle de laine banal et il le palpa encore une fois pour lui faire plaisir, mais ne dit rien. « C'est vraiment un beau châle, fit Gardena, et elle s'y enveloppa. Elle était maintenant allongée paisiblement, toute douleur semblait avoir disparu. Elle remarqua même qu'elle était décoiffée en restant allongée et se redressa un petit instant pour arranger un peu sa coiffure autour de son petit bonnet. Elle avait une chevelure opulente. K s'impatienta et dit « Vous m'avez fait demander, madame la patronne, si j'avais trouvé un nouveau domicile. Je vous l'ai fait demander ?» dit la patronne. « Non, il y a erreur. »« Votre mari vient de me le demander. »« C'est fort possible, fit la patronne, cet homme est un calvaire. Quand je ne voulais pas de vous ici, il vous a gardé. Maintenant que je suis contente que vous logiez ici, il vous chasse. Il agit toujours à peu près comme ça. L'opinion que vous avez de moi, fit K, a donc changé à ce point ? En une ou deux heures, je n'ai pas changé d'opinion, fit la patronne, d'une voix plus faible. Donnez-moi la main. Et, maintenant, promettez-moi d'être parfaitement sincère, et moi aussi, je vais l'être avec vous. Bon, fit K. Mais, à qui
À qui de commencer? À moi? Fit la patronne, moins la bienveillance envers K semblait-il que par désir de parler la première. Elle sortit une photographie sous le matelas et la tendit à K. Regardez cette photo, fit-elle d'un ton implorant. Pour mieux voir, K recula dans la cuisine, mais même là, on avait du mal à distinguer quoi que ce soit sur cette photo, car elle était décolorée par les ans, craquelée, compressée et tachée. Elle est en piteux état, fit K. Hélas, hélas, dit la patronne. Quand on porte les choses toujours sur soi, année après année, c'est ce qui arrive. Mais en regardant bien, vous allez distinguer tous les détails. D'ailleurs, je peux vous aider. Dites-moi ce que vous voyez. Cela me fait très plaisir d'entendre quelqu'un parler de cette photo. Eh bien, que voyez-vous? Un jeune homme, fit K. En effet, fit la patronne. Et que fait-il? Je crois qu'il est couché sur une planche, il s'étire et il bâille. L'aubergiste éclata de rire. Vous vous trompez complètement, dit-elle. Pourtant, voici la planche, et le voilà couché, insista K. Regardez mieux que ça, dit la patronne agacée. Est-ce qu'il est vraiment couché? Non, fit K, il n'est pas couché. Il est suspendu, en l'air et maintenu. Et maintenant je vois que ce n'est pas une planche. Ce doit être un fil. Et le jeune homme est en train de sauter en hauteur. C'est cela, dit la patronne satisfaite. Il saute. C'est ainsi qu'ils s'exercent les messagers de l'administration. Je me disais bien que vous le comprendriez. Vous voyez aussi son visage? Je lui distingue fort mal, dit K. Il est visiblement en plein effort, il a la bouche ouverte, il cligne des yeux, et il a les cheveux au vent. Fort bien, le félicita la patronne. On ne peut rien repérer de plus, à moins de l'avoir vu en personne. Mais c'était un beau jeune homme. Je ne l'ai entreaperçu qu'une fois, et jamais je ne l'oublierai. Qui était-ce donc? Demanda K. C'était, dit la patronne, le messager de Clam. M'a envoyé la première fois qu'il m'a appelé. K n'entendit pas bien. Il fut distrait par un tintement de verre. Il découvrit aussitôt la cause de ce dérangement. Les assistants étaient dehors dans la cour et sautillaient d'un pied sur l'autre dans la neige. Ils faisaient semblant d'être heureux de le revoir, tous joyeux. Ils se le montraient du doigt tout en cognant sans arrêt à la fenêtre de la cuisine. Sur un geste menaçant de K, ils s'arrêtèrent aussitôt, essayèrent de pousser réciproquement, mais aucun n'arrivait à rattraper l'autre et ils se retrouvaient devant la fenêtre. K se précipita dans le réduit où les assistants ne pouvaient le voir de l'extérieur et d'où ils n'étaient pas obligés de les voir. Mais les petits coups faisaient teinter la vitre, comme pour l'implorer, le poursuivirent encore longtemps. Encore une fois, les assistants, s'excusa-t-il en désignant la cour. Mais sans faire attention à lui, la patronne lui avait repris la photographie, l'avait regardée, lissée, puis de nouveau glissée sous le matelas. Ses gestes étaient devenus plus lents, non pas par fatigue, mais sous le poids du souvenir. Elle avait l'intention de lui raconter l'histoire, et elle en avait oublié K. Elle jouait avec les franges de son châle, enfin, après un petit instant. Elle releva la tête, se passa la main sur les yeux et dit « Ce châle aussi me vient de Clam. Et aussi ce petit bonnet. Cette photo, ce châle et ce bonnet de nuit, ce sont les 3 souvenirs que j'ai de lui. Je ne suis pas jeune comme Frida, je ne suis pas aussi ambitieuse qu'elle, je ne suis pas aussi sensible non plus. Elle est très sensible. Bref, je vais m'adapter à la vie, mais je dois avouer que sans ces 3 objets, je n'aurais pas tenu aussi longtemps ici. Je n'aurais sans doute même pas tenu une journée. Ces 3 souvenirs vous semblent peu de choses peut-être, mais voyez-vous, Frida, qui a si longtemps fréquenté Clam, n'en possède aucun. Je lui ai demandé, elle est trop exaltée et aussi trop exigeante. Moi, par contre, je n'ai été que 3 fois chez Clam. Ensuite, il a cessé de m'appeler. J'ignore encore pourquoi. J'ai emporté ces souvenirs comme si j'avais pressenti combien mon temps serait bref. Certes, il faut prendre l'initiative. Clam lui-même ne donne rien. Mais si l'on voit là quelque chose qui vous convient, on peut le demander. Ces histoires avaient beau le concerner au premier chef, elles mettaient K mal à l'aise. Et tout cela date de combien de temps? Demanda-t-il en soupirant. De plus de 20 ans, fit la patronne, nettement plus encore. On reste donc si longtemps fidèle à Clam, fit K.
Mais vous vous rendez compte, madame la patronne, qu'en me faisant de pareils aveux, vous m'inspirez de graves inquiétudes, si je songe à mon futur mariage. » La patronne trouva cas indécent de vouloir réintroduire ici ses propres affaires, et elle le regarda de travers d'un air courroucé. « Ne vous fâchez pas, madame la patronne, dit K. Après tout, je ne dis rien contre Clam, néanmoins j'entretiens, par la force des circonstances, certains rapports avec lui. Même son plus grand admirateur ne peut le nier. Bon, du coup, chaque fois qu'on évoque Clam, je suis forcée de penser aussi à moi, c'est inévitable. » En disant ces mots, K saisit sa main hésitante, à la conclusion désastreuse de notre dernière conversation, et que cette fois-ci, nous voulons nous quitter, bons amis. « Vous avez raison, dit la patronne, en baissant la tête. Mais ménagez-moi. Je ne suis pas plus susceptible qu'une autre, au contraire. Chacun a ses points sensibles, et moi, je n'ai que celui-là. Hélas, c'est aussi le mien, dit K. Mais je saurai me dominer. Maintenant, expliquez-moi, madame la patronne, comment je ferai pour supporter, dans mon mariage, cette effrayante fidélité envers Clam, à supposer qu'en cela Frida vous ressemble. » Cette effrayante fidélité, répéta la patronne, en grondant, c'est donc de la fidélité ? À mon mari, je suis fidèle, mais à Clam. Clam fit de moi jadis sa maîtresse. Pourrais-je jamais prétendre ce titre ? Et vous, me demandez comment supporter cela ? Chez Frida ? Mais monsieur l'arpenteur, qui êtes-vous pour oser poser cette question ? Madame la patronne, fit K en la mettant en garde. Je sais, fit la patronne avec docilité, mais mon mari ne m'a jamais posé de telles questions. J'ignore qui doit être considérée comme la plus malheureuse, moi autrefois ou Frida maintenant. Frida qui a délibérément quitté Clam, ou moi qui l'a cessé d'appeler. Peut-être est-ce Frida malgré tout, même si elle ne semble pas encore en avoir pris toute la mesure. Mais mon malheur dominait plus exclusivement mes pensées, car je ne cessais de me demander, et au fond, je me le demande encore, pourquoi cela est-il arrivé ? Par 3 fois, Clam t'a appelé, mais pas une 3e fois, non, jamais une 4e fois. Avais-je d'autres préoccupations à l'époque ? Quel autre sujet de conversation pouvais-je avoir avec mon mari, que j'épousai peu de temps après ? Dans la journée, nous n'avions pas le temps. Nous avions repris cette auberge dans un état lamentable et nous devions essayer de faire prospérer, mais la nuit. Des années durant, nos conversations nocturnes tournèrent exclusivement autour de Clam et des causes de son revirement. Et lorsque mon mari s'endormait durant ces conversations, je le réveillais et nous continuions à en parler. Et voilà, c'est ainsi que s'achève notre lecture. Mais on se retrouve très vite dans la prochaine émission. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et une très bonne nuit à ceux qui se couchent.